Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 90e site-rep sur la Syrie en compagnie d'Aïssa Armidani. Bonjour Aïssa. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Et puis un grand salut à vous tous. Je vous dis merci de nous suivre pour connaître la vérité de ce qui se passe. Ou en tout cas essayer de s'en approcher au plus près. Alors Ouais, on va commencer ce 90e site-rep par deux hommages, deux personnes qui sont récemment décédées. Le premier ouais. c'est... Alors effectivement, hier le prince de Koweït est décédé. On peut dire toutes nos condoléances au peuple koweïtien. D'une part, et puis d'autre part, il est important de souligner que ce prince, contrairement à tous les autres princes ou les autres princes du Golfe, c'est quelqu'un qui a été très proche de la résistance palestinienne. C'est quelqu'un qui a toujours été, en fait, comment dire, un grand sage, disons, cherchant toujours à jouer un rôle de médiation entre les pays arabes d'un côté et puis l'Iran de l'autre côté. Donc, il avait d'excellentes relations avec l'Iran, d'excellentes relations avec les autres pays du Golfe. Il avait aussi d'excellentes relations et soutien avec la résistance palestinienne. Et puis, pendant ces 10 années de guerre contre la Syrie, il a été aussi euh, assez proche de la Syrie. Il n'a jamais interrompu les relations. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de personnes du Parlement koweïtien qui sont venues à plusieurs reprises en Syrie pour apporter leur soutien à la Syrie. Donc, nous, on ne peut que présenter nos meilleures condoléances, nos plus vives condoléances au peuple koweïtien. On espère, lui, il était contre les relations et la collaboration qui existent actuellement avec Israël, qui existent actuellement avec Bahreïn et les Émirats. Donc, on ne peut que souhaiter que la transition se passe très bien pour le peuple koweïtien et que le Koweït continue sur cette ligne patriotique et qui refuse toute collaboration et coopération avec Israël et qui continue à soutenir la résistance palestinienne, le peuple palestinien dans son combat pour recouvrer ses droits les plus légitimes, en fait, dans cette ère. Alors, il y a également un autre décès, celui de Bassam Braja, qui était un analyste palestinien, un Oui, militant. alors un grand communicateur et pas seulement un écrivain, un chercheur, Bassam Raja, qui nous a quittés subitement d'ailleurs ces derniers jours. Aussi, ça a été une très grande une grande blessure, je peux dire, dans le camp de la résistance aussi, parce que c'est quelqu'un qui a toujours défendu aussi la résistance palestinienne et puis la cause de la Syrie et de la résistance, du front de la résistance. Je peux dire, sa voix sonne encore dans mes oreilles pour les dernières réunions, les derniers débats qui ont eu lieu sur Al-Mayadin ou Al-Akhbariya et même sur des tribunes des centres culturels. Donc, vraiment, c'était un grand défenseur et il va nous manquer, je peux dire. Donc, hommage à lui et puis toutes nos condoléances. Alors, on va aborder maintenant la dernière assemblée générale de l'ONU, la 75e si je ne me trompe pas. Alors, oui, avant de passer à cette assemblée de l'ONU qui est la 75e, je voudrais quand même aussi rendre hommage au peuple palestinien qui continue à se battre partout et qui subit une escalade sans limite et sans borne des forces israéliennes ou des forces d'occupation israéliennes qui aujourd'hui en fait continuent à sillonner presque
toutes les villes et arrêter les gens la nuit, le jour, etc., qui détruisent les maisons, et le peuple palestinien qui continue à résister et à affirmer sa volonté de se battre, hein, et pour ses droits aussi. Et donc, là aussi, il y a eu comme nous l'avions dit la dernière fois dans notre dernier CITREP, il y a eu une grande réunion de l'ensemble des organisations palestiniennes qui a eu lieu à Beyrouth, hein. Et ils ont émis comment dire, une charte ou un accord nouveau sur une charte pour relancer, qui vise à relancer la lutte populaire pour les droits des Palestiniens. Pour avoir deux États et puis Jérusalem comme État, comme capitale. Donc, il y a eu effectivement une remobilisation, je peux dire, de l'ensemble. Donc, une réunion qui a eu lieu nouvellement, enfin, qui a été accueillie aussi à nouveau. On espère qu'il a été accueilli, je crois qu'au Koweït, je crois. Et c'est important, en fait, que les forces palestiniennes s'unissent, parce que effectivement, sans l'unité, ils n'arriveront à rien. Parallèlement, effectivement, l'acuité de l'agression israélienne augmente. Et effectivement, d'escalade en escalade, ils sillonnent les villes et ils arrêtent tout le monde. Ils agressent aussi les prisonniers. Et puis, et ça, c'est au fil et au défi de toutes les lois internationales des droits de l'homme, des droits de l'homme dans le monde entier, et toutes les lois qui consacrent les droits de l'homme. Et en fait, le scandale, c'est que ça se passe aussi dans un silence radio qui est énorme, un silence de tous les pays de l'ONU, tous les pays sauf les pays du Front de la Résistance, je dirais, et et toutes les organisations humanitaires complices, en fait, hein, la majorité. Donc, de l'ONU. Donc, voilà. C'est gravissime, et la situation est grave, et il faudra qu'on songe effectivement à soutenir toutes ces luttes, hein, au niveau, à en parler et à les soutenir déjà par le fait de défendre ce droit de se battre, hein, contre l'occupant. Alors, l'Assemblée générale de l'ONU, donc la 75e. Alors, à l'Assemblée générale de l'ONU, effectivement, donc les différents pays exposent en fait la situation et parlent. Il est certain que Trump va aussi à l'ONU pour agresser les différents peuples, enfin agresser pour traiter tout le monde de la plupart des peuples qui se battent sont des terroristes, hein, et puis qui se battent pour leurs droits sont des terroristes, et puis lui, il n'arrête pas d'accentuer les taux des dites sanctions sur le coût de tout le monde. Alors, je peux rappeler quand même qu'à plusieurs reprises, là, il y a eu la semaine dernière, enfin ce mois-ci avec le mois dernier, à 2 reprises, il y a eu des réunions du Conseil de sécurité pour reprolonger ou reconduire l'embargo contre l'Iran. Chose très importante et première, je dirais, une grande première, ça a été refusé 2 fois par comment dire, par les membres
tous les membres. De toute façon, ça a été rejeté. Et il n'y a eu que, bien sûr, les États-Unis avec un État qui est actuellement, qui est là de manière, comment dire, pas permanente, je dirais. Donc c'est la République dominicaine qui a voté aux côtés des États-Unis et tous les autres étaient contre. Dans la première fois, ils s'étaient abstenus et la deuxième fois, ils ont voté contre la prolongation des sanctions ou de ce qu'on appelle sanctions, en fait, des mesures d'embargo contre l'Iran. Ce qui est une très bonne chose, qui montre quand même que notre monde change. Ce que je pourrais dire, en fait, il y a eu donc l'intervention de la Syrie. En fait, je ne vais pas reprendre les interventions de tous les pays, hein, mais l'intervention importante de la Syrie, c'était notre ministre des Affaires étrangères. C'est le ministre des Affaires étrangères qui est intervenu directement à partir de Damas en virtuel, donc en visioconférence, qui a montré en fait déjà la criminalité ou l'aspect criminel de l'ensemble des mesures d'embargo qui sont dispensées par les États-Unis contre la Syrie, en temps de corona en plus, etc. Donc c'est des mesures qui sont complètement contraires à tous les droits de l'homme et à la loi internationale, qui visent à mettre l'étau, à serrer l'étau autour du cou du peuple syrien, qui vise à augmenter les risques de la population sur le plan sanitaire, puisque on est en pleine crise de corona et en pleine épidémie, et que d'un autre côté aussi, ils ont, après nous avoir envoyé les terroristes pour détruire toute l'infrastructure du pays ou la plupart de l'infrastructure du pays. Et puis, après avoir brûlé les récoltes, là, ils interdisent aussi toute possibilité d'échange avec les autres pays. Donc, il y a une volonté d'affamer et une volonté un véritable génocide qu'ils préparent comme ça en silence, alors contre la Syrie et contre le peuple syrien, et puis en même temps en diffusant des grands mensonges du style les mesures d'embargo ne touchent pas l'alimentation et ne touchent pas le sanitaire, alors que c'est complètement faux puisque nous n'avons pas la possibilité de traiter avec les banques et qu'on ne peut rien avoir sans le payer. C'est aussi une volonté de retarder la reconstruction du pays, puisque non seulement les sanctions touchent ou l'embargo touche la Syrie, mais touche aussi tout pays qui collabore avec la Syrie pour sa reconstruction et toute compagnie qui pourrait travailler en Syrie pour sa reconstruction, etc. Et ça, c'est aussi tout à fait contraire à toutes les règles de l'ONU, à toute la charte de l'ONU, etc. Tout ça visant à mettre le peuple syrien à genoux et pour qu'ils tiennent compte ou qu'ils appliquent le diktat américain en matière à la fois de relations internationales, d'un côté, donc où ils demandent effectivement de couper les relations avec la résistance, avec le front de résistance et avec l'Iran, et puis surtout aussi de faire ce que les Américains demandent qu'on fasse. Alors bien entendu, c'est pas pour demain, et puis la Syrie n'acceptera jamais de faire ça. Elle ne sera pas à genoux. Donc pour cela, elle compte effectivement sur ses propres forces pour se développer. Et en fait, quelque chose de très important, en fait, qui a été souligné par le ministre des Affaires étrangères syrien, c'est que la Syrie tend la main à tous ces peuples et ces pays qui sont sous embargo américain pour faire une sorte de front de résistance à ces embargos,
un front mondial qui serait actuellement donc nos amis du Venezuela et de Cuba qui eux aussi et l'Iran qui eux aussi tous d'ailleurs comment dire souffrent des embargos de l'embargo américain avec son extraterritorialité, etc. Et donc c'est un appel qui est absolument très très important et pour lequel je crois il faut donner un écho très très important à l'échelle mondiale et œuvrer pour ce front mondial contre l'hégémonisme et profiter de la présence aussi de pays comme la Russie, comme la Chine, comme l'organisation de Shanghai, qui permet aussi d'avoir des structures de résistance entre nous qui nous permettent aussi de mieux résister et de mieux nous développer à l'ombre de tous ces embargos et puis essayer peu à peu de se sortir de la domination de la monnaie dollar. Mhm. Voilà, donc ça c'est très important. Après, il y a eu effectivement hier donc une intervention bien sûr, il y a eu l'intervention du Liban qui aussi en fait parle de la souveraineté du Liban et à l'importance qu'on veut on veut imposer au Liban une politique qui n'est pas la sienne et donc le Liban affirme sa politique d'indépendance nationale et affirme sa souveraineté, affirme sa volonté et son droit de traiter avec tous les pays du monde sans qu'il y ait de restrictions et d'embargo contre ces relations et dénonce effectivement toutes ces pressions et qui visent à le rendre captif de soi-disant la Banque mondiale et autres. Mais en fait, il ne le dit pas de manière ouverte, mais il en parle. Voilà. Justement, donc on peut souligner que Mustafa Adlib a dû démissionner récemment. Il n'a pas réussi à former un gouvernement de transition et je ne sais pas s'il l'a expliqué comme ça, mais c'est vrai qu'il a fait l'objet de pression bien sûr locale, mais surtout internationale. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles il a démissionné. Donc ça illustre le discours du Liban à l'ONU. En fait, oui, mais le discours du Liban a été effectivement très ferme sur le fait nous ne serons pas à genoux et nous ne nous soumettrons pas malgré les difficultés qui sont les nôtres et malgré tout ça. Donc en fait, effectivement, si je reviens sur le fait que Mustafa Adlib a dû démissionner, il a démissionné effectivement, et c'était... alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'initiative Macron, parce qu'on peut rappeler quand même la situation un petit peu au Liban. Bien sûr. Une situation économique qui est très, très importante, enfin très difficile, parce que les banques ont bloqué l'argent qui est à l'intérieur. Il y a eu quand même une grande déflagration qui a pratiquement détruit en grande partie le port de Beyrouth et a mis une grande partie de ce port hors d'état de fonctionner, qu'il y a eu une crise sociale aussi et des manifestations et des gens qui réclament alors contre la corruption, etc., etc. Et on a vu le lendemain de la déflagration du port de Beyrouth, Macron débarquer en sauveteur, en fait, en disant bon, on va essayer de faire ci, on va essayer de faire ça. Il s'est rencontré, il a eu des rencontres avec l'ensemble des forces politiques. Et puis, il est parti en disant, OK, mon initiative, c'est que vous allez faire un gouvernement d'union nationale rapidement, dans 15 jours.
historiquement, il est toujours difficile de former les gouvernements au Liban à cause des forces politiques qui tiraillent, et d'une part, pas qui s'arrachent de pouvoir, mais qui sont aussi toutes liées à plus ou moins des forces étrangères, comme l'Arabie Saoudite. Par exemple, Saad al-Hariri est très lié à l'Arabie Saoudite, et à la France aussi, d'ailleurs. Excuse-moi. Et puis voilà, donc c'est en fait, et donc il est parti en disant vous avez 2 semaines pour faire le gouvernement. Moi, je voudrais faire 2 commentaires. D'abord, l'ingérence. Macron est parti en grande ingérence, je peux dire, sous un aspect de colombe de la paix ou colombe de sauveuse, bienfaiteur si humanitaire. On peut dire. Et voilà. Et en réalité, son attitude a été l'attitude d'un colonisateur, en fait. Hein? Oui, il a parlé comme si c'était lui le président du Liban, en fait. D'une part, et puis il donne des ordres quoi, à tout le monde. Vous allez faire ci, vous allez faire ça, etc. Enfin bon. Et puis d'un autre côté, bon, le projet, il y a eu des gens qui ont... Le Liban, ou la classe politique, ou l'ensemble des politiques libanais étaient plutôt contents parce qu'ils étaient sous le choc en fait, de cette destruction immense du port de Beyrouth. Hein. Il faut savoir quand même que c'est le poumon à travers lequel il respire à 90%. Hein. Et donc voilà. Et donc il y a eu donc des pourparlers qui ont un peu tourné à l'impasse, je dirais. Pour la formation de ce gouvernement. Ça a tourné à l'impasse dans la mesure où ça a été un petit peu pris en main complètement par une partie qui est une partie de la minorité du Parlement, qui sont le parti de Hariri et les partis de Jarjah, la minorité de la minorité, disons. Donc, bien sûr, ça n'a pas abouti parce que aussi la majorité n'a pas, en fait, la majorité a compris qu'est-ce qu'il y avait derrière, disons. Donc, Hassan Nasrallah hier Samahat al-Cheikh Nasrallah, hier il a répondu. Alors, là-dessus, je voudrais dire quand même, il y a eu une conférence de presse qui a été tenue par Macron, qui était absolument insultante pour le peuple libanais, le moins qu'on puisse dire, insultante pour l'ensemble de la classe politique, insultante où il a traité tout le monde d'avoir trahi la promesse qu'ils ont donnée, et que le Liban a été est prisonnier de sa classe politique, qui ne veut pas qu'il aboutisse. Alors, un discours complètement provocateur. Provocateur, parce qu'il essaie de monter la population contre les élites politiques. Alors, ça pourrait être ça, effectivement. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé, puisque les gens ont commencé à se tourner contre la résistance libanaise, hein, c'est-à-dire contre le président Aoun, contre Hezbollah et contre le parti Amal, qui est aussi à eux trois, ils font une majorité parlementaire super confortable, je veux dire, et les autres sont une petite partie d'une petite partie. Donc voilà, ça c'est très important à voir et à comprendre. À mon avis, bon, donc il y a aussi lorsque Macron est arrivé à Beyrouth, tout de suite les déclarations de Schenker et puis Pompeo, qui disait que de toute façon, il est important d'éloigner le front de la résistance, d'éloigner la résistance du pouvoir,
et que si on ne fait pas comme ça, ce sera un échec total. Pompeo avait qualifié cette mission, entre guillemets, de, de Macron d'échec. La réalité, c'est que la réalité, c'est, on peut dire ce qui se disait, c'est que en fait, la promesse de Macron, c'est vous formez le gouvernement, vous prenez en compte, vous effectuez un certain nombre de mesures d'assainissement de la finance et puis de l'économie libanaise, etc. Vous prenez des décisions et donc moi je vous cherche les financements à partir de la Banque mondiale. Voilà, c'est ça. Et la Banque mondiale. Donc c'est sûr, il est certain que les partis de la résistance ne vont pas accepter qu'il y ait un gouvernement qui va aller dans les bras de la Banque mondiale et qui signe sur une carte blanche pour la Banque mondiale. C'est signé pour l'ingérence et c'est signé pour une recolonisation. On sait ce que ça donne, nous, en fait. Nous, et puis eux, ils savent aussi. Donc, ça a été aussi une grande explication que Samahat Cheikh Nasrallah a donnée hier, en fait, à la fois en mettant le point sur les i d'abord par rapport au ton et au contenu du discours de M. Macron, d'un côté, que c'est inacceptable et que de toute façon, nous sommes tous des gens très, très fiables et très crédibles, mais on n'a pas besoin de donneurs de leçons d'un côté, et de l'autre côté, on vous a pris en tant qu'ami et non pas en tant que donneur de leçons et en tant que quelqu'un qui nous dicte une politique à prendre, ou une politique ou une conduite à tenir. Donc, il a bien mis les points sur les i très rapidement. Il a aussi très rapidement répondu à une provocation une autre tentative de Netanyahou qui a été faite aussi à l'ONU, qui était de dire, bon, bah, il y a un mois, le port de Beyrouth a explosé, maintenant c'est l'aéroport qui va exploser, et en donnant en montrant sur une carte, ah bah, ici vous avez un stock d'armes de Hezbollah qui est à côté d'une usine à gaz. Donc, et ça, il a été dit quelques minutes avant le démarrage du discours de Hassan Nasrallah. Mais en fait, la première chose, il a répondu rapidement, Samahat Cheikh Nasrallah, en disant, écoutez, c'est ça qui a été dit, je vais vous montrer que c'est un mensonge. Maintenant, allez tout de suite, vous pouvez vous diriger tout de suite à cet endroit, on va demander à nos services de communication, je vais demander à tous les médias, on va vous donner une autorisation spéciale, etc. Allez voir directement s'il y a des armes ou pas, et vous allez voir que de toute façon, même s'il y avait un seul missile, le temps de le déplacer, on n'aura pas le temps de le déplacer. Allez-y tout de suite voir. Et en fait, les médias sont allés voir et filmer que tout ce qu'a dit Netanyahou était des gros mensonges. Et ça a été extraordinaire au point de vue médiatique, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les médias, y compris israéliens, ont commencé à attaquer encore plus Netanyahou, qui est diffuseur de mensonges systématiques. D'accord? Alors, là-dessus, je te laisse dire, tu as fait des choses à dire en fait à ce niveau, au niveau des relations Netanyahou et Trump, mais aussi il faut savoir que justement la réponse du président de Samahat Cheikh Nasrallah à Macron en lui disant si vous voulez savoir pourquoi l'initiative a échoué, allez voir du côté de vos amis saoudiens et de vos amis américains. Et en fait, c'est ça. Donc, ne dispensez pas des accusations comme ça à tort et à travers. Ceci dit, nous tendons toujours la main à une initiative amie
mais qui ne cherche pas à nous imposer des solutions et qui ne cherche pas à nous prendre par en haut comme un gouverneur. Et ça, c'est inacceptable. Voilà. Donc, Alors, Nasrallah, très important. Nasrallah, dans son discours, a également mentionné une incursion de Daesh. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, il a aussi salué l'armée libanaise qui a eu plusieurs confrontations avec Daesh, une dans le nord du pays, une dans le sud du pays. Il y a eu des arrestations, mais il y a eu aussi des martyrs de la part de l'armée libanaise, des personnes qui ont été tuées par les terroristes, et il met en évidence donc Hassan Nasrallah en disant: les Américains ont réactivé Daesh non seulement au Liban, alors donc on en a vu des confrontations avec Daesh au Liban, mais aussi au Liban, en Syrie, en Irak et dans toute la région. En fait, pourquoi ça? Parce que pour se trouver aussi un prétexte pour pas quitter la région, et le prétexte étant de quitter Daesh et de quitter la région, parce que ça a été décidé par tous les pays de l'axe de la résistance suite au vil assassinat du général Qasem Soleimani. Suite à ça, tout le front de la résistance a décidé que les Américains doivent quitter l'ensemble des pays de l'Ouest, de l'Asie de l'Ouest en fait, donc qui sont les pays de ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Donc la Syrie, l'Irak, etc. Et surtout, ils doivent quitter rapidement. Et depuis ce moment-là, ils réactivent Daesh. Et on voit que effectivement, et là à cet égard, je voudrais aussi dire qu'il y a eu à nouveau des grandes tensions et des confrontations avec l'armée syrienne du côté de Deraa. Et il y a eu pas seulement des frictions avec l'armée, il y a eu des batailles avec l'armée arabe syrienne. De la part de cellules dormantes, qui étaient cellules dormantes de Daesh et qui tout d'un coup se sont réveillées, qu'il y a eu aussi dans le nord, dans le nord-est et dans le nord aussi des attaques des terroristes contre les villes civiles. Hein. Il y a eu des attaques des terroristes du côté de Hama. Il y a eu des attaques aussi sur les villes et les villages de Tel Abyad, de Qazali, de Hasakeh, etc. Dans tous ces lieux, des attaques, les terroristes reprennent du poil de la bête et commencent à attaquer la population, donc aussi avec les Turcs, hein, disons-le, et Qassad, qui sont des mercenaires, qui sont devenus des mercenaires des Américains. Okay. Donc là, c'est vraiment une recrudescence du terrorisme après avoir été complètement vaincu, et en fait même aussi du côté de la base Al-Tanf et dans le camp Al-Rukban. Parce qu'il faut savoir quand même que Al-Rukban, c'est un camp qui est à côté de la base Al-Tanf américaine. Elle le transforme en vivier pour eux, un vivier de recrutement pour les terroristes, mais ils ne sont pas des terroristes, mais ils les poussent à le devenir. Ils les recrutent de manière coercitive, ils les prennent, ils les recrutent, ils les entraînent dans le camp Al-Tanf et puis ils les lâchent dans la nature. En Syrie. Donc ils partent avec des objectifs et puis des superbes armes, je dirais létales complètement. Et ça, donc, il a dit à Macron, je reviens, nous, en Syrie, nous nous battons contre le terrorisme qui menace la région, mais nous ne battons pas contre les civils. Mais nous sommes en plus intervenus en Syrie à la demande de l'État syrien, et alors que vous,
français, en fait, vous êtes venu dans le cadre de la coalition et vous êtes en Syrie contre la volonté de l'État syrien. Donc ça aussi, il a mis les points sur les i là-dessus. Voilà. D'accord. Alors pour la fin de l'interview, parce qu'on approche déjà malheureusement du dernier, oui, on entre déjà dans le troisième quart d'heure, il nous reste pas mal de points à voir. Absolument. Donc, on va essayer d'être un peu plus rapide sur les autres points. Ouais. On va parler du Fast Flag Operation qui est en préparation à Idlib, si tu veux bien, parce que tu m'as montré une vidéo d'un certain Aaron Maté qui est analyste pour l'OIAC, donc l'organisme de l'ONU. Effectivement. L'organisme de l'ONU qui est chargé de veiller à la non-prolifération des armes chimiques et à leur non-utilisation. Est-ce que tu peux nous parler de ce témoignage? Effectivement, ce témoignage, il émane en fait effectivement de quelqu'un des experts, de certains experts de l'OIAC, qui dénoncent effectivement le trucage des rapports en fait qui ont été construits par eux, par des experts tout à fait honnêtes et qui ont été truqués et transformée par l'OIAC elle-même, et donc il déplore tout ça, de manière à l'utiliser de manière à accuser la Syrie. Ça, il parle effectivement de cette prétendue attaque chimique à Douma. Et là, par contre, ça a été, donc c'est clair maintenant que pour Douma, ça a été aussi, tous les rapports ont été truqués, les rapports de l'ONU, mais alors que la Syrie soutenait que de toute façon, ce sont les terroristes qui ont utilisé effectivement le chimique, et en fait, ce sont des membres de l'armée syrienne, de l'armée arabe syrienne qui ont été touchés. Par contre, là, ça a été dénoncé par Lavrov et par les Russes qui disent qu'il y a des préparatifs aussi de simulation d'attaques chimiques qui sont faites par Jabhat al-Nusra à Idlib, à nouveau. Je voudrais rappeler qu'il y a eu à plusieurs fois de telles simulations. C'est à chaque fois que l'armée arabe syrienne est victorieuse et elle avance, ils font une simulation par laquelle ils attaquent l'État syrien, où ils disent en fait que c'est l'État syrien qui l'a fait, etc. Et puis c'est repris à l'ONU et c'est rabâché partout par les Américains, bien sûr, et par tous les pays de l'OTAN contre la Syrie pour discréditer la Syrie et l'armée arabe syrienne et pour pousser à un arrêt immédiat pour que les terroristes soient à nouveau se reprennent virulence et force, hein. Et puis pas seulement virulence et force, mais aussi s'entraînent et augmentent leur contingent d'armes et de gens. Donc qui filtrent par la Turquie, on le sait encore, on le sait toujours, et c'est toujours la Turquie. Il y a eu aussi, alors un autre point, je voudrais, puisqu'il est attenant à ceci, qu'il y a eu dernièrement différentes actions de l'armée arabe syrienne pour libérer encore d'autres villages de Idlib, et surtout pour libérer l'autoroute M4, hein, que la Turquie s'était engagée à libérer déjà par l'accord du 4 mars 2020, Erdogan-Poutine, et sur lequel Erdogan n'a rien fait. Donc là, effectivement, avec l'aide de la Russie, on a avancé contre les quartiers généraux, en fait, des cliques et des groupes terroristes qui agissent dans la région et qui sont bien nombreux et d'obédiences différentes. Voilà. Ok. Alors il nous reste vraiment beaucoup de points à voir. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir tout voir. Dernier point, je voudrais dire aussi quand même que parallèlement, les Turcs continuent à agresser la population à Hasakeh, à Raqqa, dans toute la région d'Al Jazira Souria,
Ils sont en train de chasser les personnes, en fait, les habitants de leur maison pour y mettre des terroristes avec leur famille, ou ils sont après avoir aussi détruit un peu, détruit l'infrastructure, après avoir brûlé les récoltes, après avoir volé ce qu'ils peuvent voler, des maisons, etc. Donc ça c'était du côté de Hasake, mais aussi dans la campagne de Hasake, Rafah Raqqa, et dans la ville de Deir oui. Kazali. On va parler maintenant de l'arbitrage budgétaire syrien pour l'année 2021 qui vient d'être annoncé. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes priorités? En 2 mots, effectivement, le gouvernement syrien a été formé aussi, un nouveau gouvernement syrien, un nouveau Premier ministre, et le budget a été effectué, en fait, a été mis en place, et il a été présenté au conseil pas au conseil de ministres, il a été présenté au Parlement. Qui est l'Assemblée du peuple, en fait. Donc les deux priorités, c'était la santé et l'énergie, j'ai bien compris. Exactement. Les deux grandes priorités, c'était les énergies, en donnant aussi dans les énergies une priorité aux énergies renouvelables, et puis la santé aussi, et puis aussi un grand budget pour l'éducation. Donc, ce sont des points très importants. Puis bien sûr, il y a eu tout un tas de détails. Je vais aller un petit peu dans le détail puisque le budget tu m'avais a été approuvé par le Conseil. Pardon? Je vais détailler un petit peu ce que tu m'avais expliqué en préparant cet entretien. Donc il y a une coordination interministérielle qui est renforcée pour tout ce qui est reconstruction, etc. et pour résister mieux aux sanctions, à l'embargo. Il y a une synergie également entre les chambres de commerce et d'industrie, les syndicats et les ONG syriennes. Un renforcement du partenariat privé-public. Tout ça dans un optique aussi de limiter les importations. Et donc le corollaire de ça, c'est de développer les solutions locales. Et puis tu m'avais mentionné 2-3 choses qui sont importantes au regard du pays. Ils ont commencé la dépollution et le nettoyage de 2 cours d'eau, donc l'Oronte et le Barada. Et il y avait donc la réouverture de l'aéroport de Damas, puisqu'il a été fermé relativement récemment, avec une reprogrammation des lignes. Et enfin, ça c'est ce que je vais te demander de commenter un petit peu plus, des raffineries qui ont été réouvertes après réparation. Donc il faut savoir que la Syrie est riche de pétrole, mais était en galère de pétrole raffiné pour pouvoir servir les automobilistes notamment. Et tu me parlais de queues qui faisaient 24 à 36 heures de queue pour obtenir un peu de pétrole, enfin un peu d'essence, pardon. De fuel, oui. Effectivement, alors une crise d'essence qui était très très importante, une crise des produits pétroliers en fait, elle est en grande partie due déjà aux sanctions, parce que il y avait des aides concernant les produits pétroliers qui devaient arriver, qui ont été aussi arrêtées en mer. Qui venaient d'Iran. Oui, voilà. Moi, je dirais en premier lieu, c'est aussi le fait que les Américains sont là et pillent notre pétrole et notre gaz. Ils le pillent et ils le prennent carrément. Donc, la Syrie en est privée, et cette quantité de pétrole et de gaz suffisait à la consommation intérieure du pays, à l'ensemble de la consommation locale, mais aussi en exporter un petit peu. Donc ce qui fait que c'est un grand manque au budget, un grand trou dans le budget syrien, et surtout un grand manque. Et en plus, avec les interdictions d'importation, ça ajoute aussi au problème. Donc nous ne pouvons avoir des produits pétroliers que par nos amis qui veulent bien aussi faire les échanges en monnaie locale. Dernier point, les terroristes, ces agressions terroristes depuis 10 ans ont détruit énormément de structures, d'infrastructures syriennes aussi, donc dans les raffineries, dans les structures de production électrique, etc., mais aussi
par leur simple présence, ils ont empêché le fait aussi qu'il y ait des réparations de fait et qu'il y ait même les opérations de maintenance régulières qui doivent être faites et n'ont pas été faites pendant ces temps. Ce qui fait que là, en commençant par la raffinerie de Banias, il y a eu un arrêt de cette raffinerie pendant un mois pour pouvoir faire comment dire, toutes les opérations de maintenance, d'entretien, etc. Sachant que, ajouté au fait qu'on ne peut pas avoir de pièces détachées de l'extérieur, donc les ouvriers et les techniciens du ministère se sont mis aussi à les fabriquer. Ce qui fait que, donc, en comptant complètement sur notre propre force, mais ils ont travaillé nuit et jour, et ça, on peut les saluer et on peut louer leurs efforts. D'ailleurs, le président Assad leur a accordé, leur a présenté ses félicitations et leur a octroyé une grande prime, tous, pour saluer leurs efforts. Donc, et là, le 1er octobre, et puis là déjà la première tour a commencé à allumer sa mèche en signe que ça recommence à fonctionner, puisque les produits qu'on importe aussi, ils nous viennent, c'est des produits bruts, donc qui sont raffinés chez nous. Donc il y a la raffinerie de Banias, l'autre raffinerie de Homs, donc toutes les deux sont pratiquement encrassées, si on peut dire, et puisqu'elles n'ont pas été maintenues de manière tout à fait régulière et normale. Voilà. Donc on peut penser que au 1er octobre, il va y avoir une première ouverture et une première respiration, si on peut dire, par rapport à l'essence et par rapport au pétrole. Mais il n'en reste pas moins que les sanctions meurtrières américaines qui sont appliquées sur la Syrie visent à étrangler le citoyen, visent à affamer les citoyens pour qu'ils fassent pression sur l'État syrien pour confisquer sa souveraineté et faire en sorte qu'ils prennent des décisions, les décisions que les Américains voudraient qu'ils prennent, donc pour confisquer la souveraineté de ses décisions et son droit dans la détermination de son propre pays, de son propre avenir et de ses propres relations. Alors tu m'avais fait part aussi en préparant cet entretien qu'il y avait 6 mercenaires des FDS qui avaient été tués dans différents endroits, du côté de Erez Zor, de Hasakeh et de Raqqa. Donc ils ont été tués. Tout à fait. Par Alors c'est bien que tu me le rappelles aussi, parce que le mouvement populaire a été lancé et bien lancé, et aujourd'hui il y a tous les jours des actions contre la présence américaine, contre la présence turque et contre les mercenaires qui servent les uns et les autres en fait. Donc c'est vrai, et des opérations des explosions, des attaques personnelles, etc. Et ça c'est très bien. Vraiment la résistance populaire et la lutte populaire pour la libération de cette partie du nord de la Syrie, donc Al-Jazira Souria, est lancée et elle augmente de jour en jour. Donc aussi, nous ne pouvons que les encourager et les soutenir, puisque c'est une lutte juste de recouvrer nos territoires aussi, qui sont occupés par les Américains, les Français, les Britanniques et les Turcs dans la région. Donc, c'est vrai que les Français qui prétendent, ou la France qui prétend être libératrice et qui est là pour lutter contre le terrorisme, elle est une force occupante du nord de la Syrie. Oui, et puis on peut rappeler que la France avec a joué... la Turquie et les États-Unis. Voilà. Oui, la France, depuis le départ de la guerre internationale en Syrie, a joué double jeu, puisqu'elle a armé des milices peu fréquentables depuis le départ. Et ça a été reconnu. Elle était la tête de pont quand même dans cette agression contre la Syrie. Je voudrais rappeler quand même les propos concernant Al-Nosra, etc. Mais en fait, ça a été les propos, mais la réalité, c'était une alimentation systématique en conseils logistiques, en armes, en produits explosifs, etc., etc.
On parle souvent Donc, de la base. et puis aujourd'hui, il y a encore un grand problème qui est entre la Syrie et la France, hein. C'est qu'il y a beaucoup de prisonniers, des terroristes prisonniers français que la France ne veut pas reprendre chez elle. Oui, elle ne veut pas les juger en France, pour l'instant, Oui, c'est oui, pas donc clair. et elle ne veut même pas en discuter. Eh ben, en fait, d'ailleurs, elle a une position qui est pas très lisible, où elle dit, de temps en temps, elle dit du bout des lèvres, mais on va les rapatrier pour les juger, et puis finalement, non, on va les faire juger en Irak, mais s'ils sont pris en Syrie, pourquoi les faire juger en Irak? C'est pas très En logique. fait, il y a une partie en Irak aussi. Il Oui, y en a dans les deux pays. mais ceux qui étaient détenus par les FDS, il était question à un moment qu'ils soient jugés en Irak. Ceux Ouais, qui étaient détenus par les FDS en Syrie. Enfin, c'est vraiment, effectivement, c'est une attitude impériale, néocoloniale, mais qui est peu absolument. lisible en même temps. On ne sait pas exactement quelle est la position officielle française, si ce n'est qu'effectivement, pour l'instant, de fait, elle ne les rapatrie pas en France. Ceci Oui, dit, puis elle en a ça exécuté ajoute quelques-uns, à hein. la complexité de la situation à Idlib, puisque à Idlib, il y a des dizaines de milliers de combattants étrangers, là, de terroristes étrangers, que les pays ne veulent pas reprendre. Dont une bonne partie, au moins une bonne moitié, sont des femmes et des enfants. Quand on Mm. parle de ces terroristes-là, C'est-à-dire eux et leurs familles. voilà. Ouais, eux et leurs familles. Mais là, ce que la France n'a pas claironné sur tous les toits, c'est que au tout début de la déconfiture, il y a 2 ans, les forces spéciales françaises ont exécuté quelques-uns de ces terroristes français, probablement on peut se douter que c'était les plus gênants, on va dire. Mhm. Oui, Euh, parce qu'ils en savent trop. donc pour ce qui est du soutien à ces groupes terroristes, de ces milices plus ou moins islamistes, on parle souvent de la base arrière que constitue la Turquie, mais il faut Mm. rappeler qu'il y en a aussi une base arrière du côté de la Jordanie, ce qui explique Mm. aussi la présence Oui, de ce camp américain là, à la frontière Al-Sen. syriano-irako-jordanienne. Et effectivement, il y a eu beaucoup de formations qui ont été faites au départ donc Bien en sûr. Jordanie. Mm. Et puis ceux qui sont à Idlib, en fait, il y en a effectivement, ils sont très nombreux, et puis il y a de toutes les nationalités. Mhm. C'est ça le problème aussi. Très bien. Eh bien, Aïssa Midani, merci pour cet entretien. Je crois qu'on a abordé tous les points qu'on voulait aborder, Oui, même si on a passé rapidement sur certains. On pourra oui, éventuellement détailler un peu plus la prochaine fois pour le 91e site-rep. oui. Est-ce que tu voulais ajouter Alors, quelque chose? merci beaucoup, Raphaël. Oui, je voudrais dire à tous les internautes qui nous suivent, s'ils ont des questions, ils peuvent les mettre aussi sur le site, hein, ou sur les différents sites, ou nous les envoyer par Facebook Oui, ou à même, Raphaël et à moi. oui, bien sûr, via Facebook, via YouTube aussi en commentaire de la Mhm. vidéo. Voilà. Donc, soit Issar, soit moi-même, on pourra vous répondre. Mhm. Et évidemment, via le site internet. Tout à fait. Ok. Eh bien, Aïssa Merci Midani, beaucoup à merci beaucoup. tous, hein. Et on se donne rendez-vous Merci dans 2 beaucoup semaines. à toi, Raphaël. À bientôt. À bientôt.